Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube ou en description où il y a le timer pour chacun des titres dont je vais parler aujourd'hui. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et aussi, avant de commencer, petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo, à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. Maintenant que c'est dit, on commence maintenant. On commence avec les éditions Vega Dupuis avec Genesis, tome 8, un tome encore une fois très bien. À noter que dans un mois et demi, 2 mois maintenant, on va avoir Holy Land du même auteur qui arrive chez Vega Dupuis, ça fait grave plaisir. Je vais me les prendre Holy Land parce que c'est un bijou. Donc dans ce tome-là, on continue à niquer un petit peu le continuum espace-temps, la continuité du temps, parce que Taiga et sa bande, enfin surtout un de ses potes, invente une forge à fer. Et donc il fait des armes en fer, en acier, enfin en fer, hein. Donc 2 épées, une hache, et il y a quoi d'autre, une lance, qui c'est complètement anachronique, parce que, bah, il dit bien, hein, on a niqué l'âge de bronze, etc. Les mecs qui passent d'épées, enfin d'armes en silex et en pierre à des armes en fer. Donc le méga gap technologique est incroyable, mais c'est ça aussi Genesis, et on nous apprend des choses. Je trouve que c'est à ce niveau-là plus intéressant que Dr. Stone qui des fois va beaucoup trop vite à mon goût, en tout cas. Et alors, il se passe aussi un truc dans ce tome-là que j'avais envisagé, théorisé, qui était assez, entre guillemets, évident. C'est que dans le tome précédent, une des filles qui était dans le groupe de Taiga s'était fait violer par un des hommes de Néandertal. Et on découvre bah, qu'elle est enceinte. Alors elle essaye, bah, comme elle peut, d'avorter, donc à savoir en se mettant dans l'eau glacée pour bah, que le fœtus ait un choc, elle limite se donne des coups de poing dans le ventre, ou même des coups de couteau, et elle tombe sur le chef du village qui lui dit « Ouais, non, cet enfant-là, c'est pas l'enfant de l'ennemi, c'est notre enfant, t'es ma femme maintenant. » Alors, je trouve ça très beau que le personnage arrive à endurer cette souffrance, parce que finalement, c'est un traumatisme pour elle, et que elle arrive, bon gré mal gré, à surmonter ça, en devenant juste la femme du chef du village. Alors c'est un peu triste pour elle qui devient reléguée juste à maintenant je suis la femme au foyer de l'ère du Néandertal ou de l'ère des Homo sapiens. Alors c'est bien pour elle que finalement ça soit ce traumatisme devienne quelque chose de positif pour elle dans un sens, mais en même temps tu dis finalement on va être juste relégué à faire la vaisselle et la cuisine pour le chef du village. Bon, dans un sens c'est quand même bien pour elle. Et alors la fin du tome m'a un peu surpris. Alors, c'était un peu teasé qu'il y a peut-être un autre mec qui venait du futur. Et on nous le montre dans ce tome-là. Et c'est un nazi. Pas un néo-nazi, un nazi, Führer, au Troisième Reich, etc., Seconde Guerre mondiale. Et là, je suis un peu décontenancé parce que les nazis, c'est un peu facile. Et c'est soit ça va être un gros nanar, soit ça peut devenir quelque chose de très intéressant. Et là, donc là, c'est pile ou face. Donc là, je suis surpris. J'attends le prochain tome parce que ça peut vite devenir n'importe quoi. J'espère pas, mais en tout cas, Genesis, c'est super bien. On parle maintenant de Boko Stratège, second tome sur 6, 7 tomes, je sais plus. Bon, je le mettrai ici. Je mettrai le nombre de tomes exact. Toujours aussi bien Stratège. Alors, graphiquement, c'est toujours aussi daté, on va dire, hein, sans être méchant. Hein, c'est pas mal dessiné. On sent que c'est pas un manga qui a été écrit récemment. J'aime beaucoup, encore une fois, toutes les stratégies. Notamment, bah, au début du tome, il y a une stratégie où il y a un mec avec une tête de dragon. Alors, moi, je trouve qu'il a plus une tête de rat, mais bon, c'est juste mon interprétation personnelle. Qui creuse un trou sous le château où est Kiri. Et Kiri entend le bruit des mecs qui fait une galerie, et donc il prépare la défense en conséquence, et j'ai trouvé ça vraiment super bien, la stratégie pour niquer cette stratégie, donc faire des stratégies de contre-stratégie, vraiment c'est bien foutu, c'est pas redondant, parce que finalement j'avais un petit peu peur de ça avec Boko, c'est qu'au bout d'un moment on ait juste les mêmes stratégies qui soient répétées, éculées, etc. Non, finalement 2 tomes pour l'instant c'est bien. En plus, on parle un peu de l'enfance de Kiri, etc. On nous montre aussi que Kiri, ce qu'il fait n'est pas forcément ce qu'on lui a demandé de faire. Il devait à la base participer à l'invasion de la Chine par l'état de Qin, donc Qin, le royaume dans Kingdom, etc. Et lui, il s'oppose à ça. On va voir comment ça va évoluer par la suite, parce que là, en fait, finalement, il est dans le camp des gens qui vont perdre. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En tout cas, Boko, c'est toujours aussi bien. J'aime beaucoup comment... Pour l'instant, l'évolution de la série me plaît. Je vais continuer, mais c'est vraiment un titre que je vous conseille fortement. On parle maintenant du tome 18 de Kerakuri Circus. Alors,
on commence le tome avec un petit entracte sur Éléonore, Shirogane, donc dans le cirque où elle était avec Masaru étant parti, et donc elle retrouve un ami d'enfance, mais elle n'a pas vieilli, mais lui a vieilli, qui est amoureux d'elle, et ici il y a aussi le retour de Narumi, qui lui a disparu depuis 1 an pour elle, elle le retrouve, donc c'est un peu son premier amour pour elle, hein. Elle lui dit c'est toi qui m'as appris à sourire, à croire en la vie, à pas être juste un pantin, à avoir un cœur, etc. Et lui, il voit en elle que Francine, le chef des automates, qui a tué tous ses potes. Et Narumi, il est en mode PTSD, il est en mode c'est Francine, c'est celle qui m'a tué. Et en vrai, il a un peu raison, vu qu'Éléonore a bu l'aquavitae de Francine. Enfin, des cheveux de Francine, la vraie, mais pas l'automate. Donc, dans un certain sens, oui, c'est vrai. Mais c'est l'impression de dire que lui, qui est la réincarnation du premier amour de Francine, maintenant ne voit que de la haine en elle. Là où le mec qui voyait que de la haine en Francine est plus ou moins en train de gagner son cœur, alors même si c'est pas encore réussi. Lui aussi, il réapparaît, il s'est créé une méga armée, il a récupéré ses automates qui sont... Les 4 premiers automates, il les a recréés, il a une putain d'armée d'automates 2.0, il a les Shirogane haut, ça va être un méga bordel. Et Masaru, à côté de ça, il part s'entraîner pour devenir un meilleur manieur de stand, mais de marionnettes et d'automates. Ça va être vraiment une grosse dinguerie. Là, il y a un gros entraînement, il va rencontrer, il part s'entraîner dans le clan des premiers assassins qui ont essayé de le tuer au tout début de la série, où il rencontre les 3 sœurs adoptives, enfin ils sont pas liés par le sang, de l'assassin qu'il avait rencontré, qui avait accompagné Narumi dans le désert, plutôt qu'il avait rejoint plus tard, et ainsi que son petit frère adoptif aussi. Et donc un méga entraînement, méga tournoi pour avoir le cœur d'une des sœurs, etc. C'est vraiment super bien. Alors, que pourtant la série avait atteint un point de non-retour, tu te dis ça peut pas être plus ouf. Alors, le soufflet redescend un petit peu, mais tu sens quand même que on nous prépare des putains de dingueries pour les prochains tomes. Là, il reste quoi? Il reste mes 2 prochains tomes, encore un envoi de 4 et un envoi de 2, donc il reste 8 tomes. Ça va être un enchaînement de dingueries sur les 8 prochains tomes, c'est sûr et certain. En tout cas, Karakuri Circus, c'est toujours super bien. Et on n'a pas encore... On a Masaru, alors certes en couverture avec Captain Nemo, mais mine de rien, il ne s'utilise pas encore trop ces automates, et on va le voir dans les prochains tomes sûrement les utiliser, devenir super fort. Il s'entraîne pour avec ses doigts, etc., pour les utiliser, pour mieux les manier. Quand il va être méga fort et qu'il va utiliser Jack O'Lantern, Captain Nemo et Goyle Hermès en même temps, ça va être une méga dinguerie, et j'ai hâte de voir ça. Petit tour maintenant sur Valkyrie Apocalypse tome 16, et je suis un peu déçu de ce tome-là, parce que, alors, c'est la fin du combat entre Shin Shin Wang, donc Heisei dans Kingdom, hein, le premier unificateur de la Chine, et donc le premier roi de la Chine face à Hadès, le roi des enfers, et on le présente comme le roi de Hell. Donc Hell, ça peut être à la fois Helheim, les enfers nordiques, mais Hell, H-E-2-L, l'enfer biblique, l'enfer tout court. Et je pensais qu'on allait nous montrer que en fait, Hadès a plus ou moins unifié tous les enfers mythologiques. Et finalement, on ne parle pas de ça, on nous montre juste que Hadès, c'est un gentil grand frère. Donc c'est sympa de montrer Hadès pas juste comme souvent dans les séries, soit un connard comme dans les dessins animés Disney, soit comme juste un gros bourrin comme les God of War. Là, il est un peu plus subtil, mais alors peut-être que je me relise le combat en entier, j'ai trouvé que les liens avec Shin Shi Wang n'étaient pas forcément aussi évidents, j'ai pas trouvé le combat si captivant, si intéressant que ça par rapport à ce qu'on a eu avant. Je pense au combat de Bouddha, je pense au combat de Raiden, je pense au combat de Jack O'Lantern, Jack l'Éventreur. J'ai trouvé le combat en lui-même moyen. Voilà, c'est le combat le plus moyen qu'on ait eu jusqu'à présent de Valkyrie Apocalypse. Par contre, le prochain combat me hype de ouf parce qu'on va avoir Nikola Tesla qui en plus a réuni tous les plus grands cerveaux de l'humanité. Il y a Newton, je crois qu'on a vu Marie Curie, on a vu Einstein, on voit son ennemi juré, son rival Edison, qui était aussi dans la série Area 51. Attends, c'est Area 51 ou Jabberwocky? Je crois que c'est Jabberwocky où les deux apparaissaient aussi. C'était vraiment une série que je vous conseille, hein, Jabberwocky. Une série en 7 tomes sur les dinosaures qui existent encore en marge de notre société, et ça se passe début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e, c'est vraiment une super série chez Glénat, par Masato Issa, l'auteur de Area 51, et donc j'ai hâte de voir ce combat entre le mec le plus intelligent du monde, dont son nom a été hérité de la boîte de... Je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a racheté Twitter, j'ai oublié son nom, excusez-moi, face à Belzébub, le dieu des enfers, enfin le roi des enfers, le démon mouche. C'est une putain de dinguerie. Là j'ai hâte de voir ça, surtout que Nikola Tesla il vient avec une armure d'Iron Man. Grosse dinguerie. Là j'avoue que le prochain tome, j'ai beaucoup d'attentes. On parle maintenant de Shirulan, tome 14, donc c'est, entre guillemets, le premier tome de la nouvelle saga, nouveau arc de Shirulan, parce que
dans le tome précédent, ils avaient fini avec Serizawa, le Shinsengumi était unifié, et donc là, on va avoir plus ou moins les ennemis du Bakufu, donc qu'on voit dans la série Sidou, et donc, j'ai pas encore forcément hyper bien tout compris, parce que il y a plein de nouveaux personnages qui apparaissent, qui sont, c'est des personnages plus ou moins historiques, liés à des conflits géopolitiques du Japon, du début du XXe siècle, donc j'avoue que j'ai pas encore tout saisi. Moi, j'avoue que cette partie-là de l'histoire du Japon, je connais bien le Shinsengumi, enfin, je connais bien. Je connais un peu le Shinsengumi, je connais deux trois trucs. Là, on arrive sur des cas que je maîtrise pas du tout, des passages que je connais pas du tout de l'histoire du Japon, donc j'ai hâte de découvrir ça. Il y a un personnage qui se bat avec des flingues, il y a deux personnages aussi qu'on voit ici qui sont des fils de paysans, qui ont hérité de noms de fous furieux parce qu'ils ont tué plein de gens pendant la guerre, mais qui se battent encore avec des armes, pas forcément orthodoxes. Il y en a un qui se bat avec des tonfas, et l'autre avec une lance, mais plus pas vraiment une lance, on dirait plutôt une hallebarde, je sais plus comment ça s'appelle, donc c'est une lance qui fait à la fois un pic, un bec de corbeau, et qui peut être aussi une hache. Je crois que c'est une albane qui est donc un peu qui était l'arme, on va dire, ultime de la garde suisse, du pape, etc. En tout cas, Shirulan, très très bon tome, même si j'ai pas forcément tout bien saisi à ce qui s'est passé dans ce tome-là, et je pense que je relirai dans deux trois tomes quand j'aurai un peu mieux saisi qui est qui, les relations et la géopolitique, parce que avant, pas forcément utile, parce que on a fini la grosse saga, comme j'ai dit, sur l'unification du Shinengumi en éradiquant Serizawa et son groupe. On passe maintenant à Kurokawa avec le tome 19 sur normalement 21 de la saison 6 de Hippo The Fighting, donc c'est le tome 128 de Hippo. Alors, déjà, petite dédicace aux copains Manga Badass qui organisent un petit truc par rapport à Hippo. Donc voilà, si vous êtes curieux, je mettrai peut-être un pop-up ici si j'y pense, quand je uploaderai la vidéo. Il fait un petit truc par rapport à un concours, un petit truc par rapport à Hippo. Si vous êtes curieux, allez voir sa vidéo, je la mets ici si j'y pense. Antépénultième tome de cette saison de Hippo, donc qui commence avec le combat entre Kimura face à son adversaire, Kimura qui est devenu chauve, Hippo qui est chauve et qui est cette fois dans le camp de l'entraîneur, le coach qui essaye de motiver Kimura, et on lui dit bien, tu peux l'encourager, mais tu dois pas non plus que gueuler parce que ça peut valoir une pénalité aux combattants. Ça, c'est un truc qu'on savait pas forcément. Le combat est vraiment cool avec Kimura qui fait son fiche dragon, dragonfish, il se trompe à chaque fois en plus dans le bouquin. Super cool. Et après, Hippo part au Mexique pour retrouver Sendo qui va affronter Alfredo González. Et comme on le dit, hein, le Mexique, c'est un peu la terre des poids plumes, donc la catégorie de poids de Hippo. Je pense que les deux prochains tomes vont marquer la fin du combat, enfin la suite et la fin du combat de Sendo, et la fin de cet arc. Et finalement, la saison se terminera plus ou moins bien, parce que si ça se termine à la fin du combat de Sendo, c'est parfait, et on pourrait avoir peut-être une saison 7, Hippo in the Mexico, où on va peut-être avoir un Hippo qui va s'entraîner au Mexique avant de revenir et devenir une bête de course. En tout cas, là, on ne sait pas pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est une saison 6, où on suit un Hippo qui, malgré le titre The Fighting, se bat pas forcément. Alors, je crois qu'au début, il arrête sa carrière, ou c'est en plein milieu de la série qu'il arrête sa carrière. Et c'est vrai que c'était une saison assez particulière. Et en tout cas, Hippo, c'est vraiment super bien. Je conseille toujours autant. C'est un excellent titre. On parle maintenant de Arslan de Hiromu Arakawa. Alors, j'ai aussi pris le dernier tome de FMA, édition Ultime Deluxe, mais comme je le dis à chaque fois, l'édition est topissime. Je la prends pour la collection. Et un de ces quatre, quand j'aurai tout, je relirai Hippo FMA dans cette méga édition. Mais je n'ai pas l'intérêt de le relire parce que j'ai relu FMA plusieurs fois. J'ai revu les deux animés plusieurs fois. Donc je connais FMA très très bien. Et je préfère avoir la série complète d'un coup et tout me relire dans cette méga édition de luxe plutôt que de lire tome par tome. Voilà, c'est juste mon avis. Mais ça pourrait être aussi un plaisir de relire FMA tome par tome. Mais sachant que je sais que j'ai la collection complète, ça me ferait chier de me dire ah, j'attends 3 mois pour la suite. Donc je préfère voir tout d'un coup et tout s'avoue dans cette édition de grande qualité. Voilà, donc on parle maintenant de Arslan, le, entre guillemets, pour l'instant, dernier titre en date de Hiromu Arakawa, avec, d'après Yoshi, enfin, une adaptation du roman de Yoshiki Tanaka, à qui on doit aussi les héros de la galaxie, pour ceux qui ne savent pas. Donc dans ce tome-là, on est surtout, alors au début, sur la Lusitanie, donc le pays qui a envahi le royaume de Arslan. Beaucoup de géopolitique, surtout avec le petit frère de Innocent 7, qui plus ou moins manigance un coup d'état, enfin, essayer de tuer son frère pour prendre sa place et devenir le roi suprême de la Lusitanie, alors que bon, il a juste à le gaver de nourriture et au moins il fera un infractus, hein. Moi j'aurais fait comme ça aurait été ni vu ni connu. Donc un tome super cool, pas non plus excellent, mais c'est vrai que Arslan,
Le rythme fait que j'ai pas forcément toute l'histoire chaque fois en tête, mais ça reste un titre excellent. Et on va continuer à parler un petit peu de Hiromu Arakawa, parce que chez mon libraire, il y avait un petit fascicule avec Tsugai. Alors, je suis un peu déçu, parce qu'en fait, le fascicule fait quoi, 20 pages, tout cassé, et il s'arrête limite au moment le plus intéressant du truc, et 10 pages de plus, ça aurait été juste un moyen d'avoir le premier chapitre en entier, pour apprécier. Alors, Tsugai, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle Demon of the Shadow Realm, et donc c'est le dernier titre en date de la créatrice de FMA, mais aussi de Silver Spoon, et aussi de Arslan. Et elle a fait aussi un autre bouquin ou deux que j'ai pas forcément ultra aimé. Alors, il y a le paysan que j'ai pas pris, mais qui est autobiographique, ou semi-autobiographique. Et donc, Tsugai, on va suivre... pour faire vite un speech, hein, je referai une vidéo manga show plus tard, quand ça sortira officiellement au mois de juillet. On va suivre, alors c'est dans un clan un peu chelou, qui vivent dans une montagne à la con, et il y a deux enfants qui naissent en même temps, qui vont devenir les futurs souverains de cette petite tribu, et il va se passer un truc à la fin du tome, qui fait que c'est pas une série d'heroic fantasy, c'est une série qui se passe à notre époque, parce qu'il y a des avions, il y a des hélicoptères, et ça se finit là-dessus, et on n'en sait pas plus, et c'est hyper frustrant d'avoir une méga révélation, mais pas avoir la concrétisation de ça, parce que vraiment ça se finit, on voit deux hélicos qui atterrissent, et on n'en sait pas plus. Et c'est super frustrant. Et j'aurais aimé avoir peut-être 10 pages de plus pour me dire, ok, j'achète, parce que là je suis juste frustré, et c'est énervant d'avoir cette frustration. Alors c'est aussi peut-être commercialement, de dire créer la frustration pour avoir envie d'acheter, mais moi ça m'énerve, c'est juste pas, ça m'énerve, et je trouve ça chiant, voilà. J'ai hâte que en tout cas, la série sorte, parce que moi je le prendrais, quoi qu'il arrive, je prendrais au moins le tome 1, parce que c'est Hiromu Arakawa. FMA, c'est une série de mon enfance, j'adore, j'ai quasiment tout lu de ce qu'elle a écrit, et je continuerai à acheter tout ce qu'elle a écrit, malgré que, voilà, là quand on voit le personnage, c'est clairement le lieutenant Hawkeye avec des abdos hein, et des pectoraux, et d'avoir des nichons. Hein. On parle maintenant de Blue Lock, le tome 14, alors toujours en numérique, je le pose là pour éviter de faire n'importe quoi avec ma tablette. Donc dans ce tome 14 de Blue Lock, c'est le match officiel entre l'équipe de Tokyo, enfin du Japon des moins de 20 ans, face à la sélection du Blue Lock 11, donc qu'une équipe full attaquant face à une équipe un peu plus professionnelle et organisée, parce que ils ont tous moins de 18 ans, c'est tous des lycéens dans le Blue Lock, là c'est plus des mecs qui ont 20 ans ou moins. L'équipe est oufissime, on nous présente chacun des joueurs, il y a l'équipe de défense, elle a d'être une méga dinguerie, alors les attaquants un peu moins, à part le frère de Rin, qui est juste une dinguerie. On voit le match, enfin dans ce tome-là, on a la première mi-temps, et c'est une méga dinguerie, alors on fait monter la pression par rapport à l'équipe du Japon moins de 20 ans, sur le fait que les attaquants sont vraiment pourraves. Il y a Itoshi, le frère de Rin Itoshi, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, qui dit « Ouais, vous êtes nuls, vous êtes nuls, vous êtes nuls ». La prochaine mi-temps, ils vont faire venir le métis démoniaque, là, qui s'est fait exclure du Blue Lock. Le match, ça va être une dinguerie. Là, le prochain tome, je pense, ça va être une méga dinguerie, la suite du match. J'ai hâte de voir ça. Et c'est ouf aussi le fait que Isagi soit le parfait émulsifiant pour Rin, où il dit bien « Ouais, notre relation, elle est comme ça, et comme tu me rattrapes, moi, ça me pousse à aller plus loin. » Mais au bout d'un moment, ça va être qui va atteindre ses limites les premiers. Est-ce que ça va être Rin, ou est-ce que Isagi, vu que Isagi est le héros, il va sûrement dépasser Rin à bout d'un moment. Je sais pas encore quand, mais voilà, en tout cas, c'est super bien. J'ai vraiment, ce tome de Blue Lock, c'était une méga dinguerie. On parle maintenant du tome 7 de Rokudenachi Blues, ou Rakai Blues. Donc c'est un tome qui voit le retour du personnage de Seikichi, qui était parti aux États-Unis, mais il avait un problème de décollement de la rétine, c'était le grand espoir de boxe, rival de Tyson Maeda dans ce tome-là. Vraiment très très cool son retour. Alors on est encore sur du Slice of Life, vraiment des tomes sympathiques. Je crois que dans un tome ou deux, on va arriver dans des trucs un peu plus serious business. Mine de rien, ça fait déjà 1 an que c'est sorti. J'aimerais bien savoir le nombre de gens qui ont continué la série depuis le tome 1, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés pour des raisons différentes. Moi je continue parce que c'est mon seul moyen d'avoir légalement la série à portée de main. Donc on revient un petit peu sur ce qui s'est passé dans ce tome-là. Comme j'ai dit, du Slice of Life, on a les premiers chapitres de Rakai Blues SD. On a aussi Tyson Maeda qui arrête de fumer. C'est un moment marquant pour ce personnage-là qui va un peu plus dans le côté sportif, il s'éloigne un peu plus de la Rakai, même si ça va après rebalancer. Il y a un passage qui est très très mignon vers la fin où Tyson Maeda dit « Ouais, quoi qu'il se passe, quel que soit le moment, appelle-moi à l'aide, je serai toujours là parce que je t'aime. Je t'aime depuis toujours. » Voilà, c'était super mignon, cette relation qui avance pour Maeda et sa copine Chiaki.
Et on a aussi sa cousine qui revient, enfin qui arrive, la cousine de Maïna qui arrive, qui normalement, alors dans l'édition J'ai lu, si ma mémoire est bonne, elle a aussi le méga accent du sud quand elle s'énerve. Alors est-ce qu'elle va parler comme Tyson Maeda dans cette édition-là, qui je sais même plus c'est quoi ce qu'il dit exactement quand il est énervé, mais c'était pas aussi marqué que l'édition J'ai lu où il parlait en marseillais, il disait des peu chers, je crois. En tout cas, voilà, Rokudachi Blues, toujours aussi bien. Et on finit la vidéo avec un comics, le 4e tome sur 10 de Fable. Alors c'est dans l'édition Urban Nomad, j'en ai parlé la semaine dernière avec Les Seigneurs de Bagdad, donc format petit format, petit prix. On a 400 pages pour 9,90 €, donc c'est 448 pages, donc le double d'un manga pour à peine le double du prix. Enfin, maintenant c'est 2 € plus cher qu'un manga parce qu'ils sont quasiment tous à 7 €, entièrement en couleur. Donc Fable, pour ceux qui connaissent pas, c'est les héros de contes de fées sont dans notre monde, parce qu'il y a eu une grande menace qui est apparue dans leur monde, qui les a obligés à arriver chez nous. Et donc, on l'avait su depuis au moins un tome ou deux qui est la grande menace. Et donc là, il y a une sorte de confrontation enfin entre les héros après des siècles à se terrer, à se cacher. Ils affrontent enfin la menace et lui dit on a ça, tu nous fais ça. Voilà, donc ils essaient de marchander un petit peu leur retour, essayer de récupérer des terres. Ça va pas se passer forcément comme il faut. Le grand méchant va envoyer un de ses sbires. Alors je trouve ça génial, c'est que c'est Hansel, de Hansel et Gretel, qui après avoir tué la sorcière, il est arrivé dans notre monde. Il a été chassé par le grand méchant avant de revenir. Et il est arrivé à l'époque où c'était l'Inquisition. Et donc lui, sorcière, inquisition, ça a match-up. Et donc il a vécu chez nous pendant des siècles. Et il a fait la chasse aux sorcières pendant des siècles et des siècles. Et il est resté là-dessus. Donc c'est devenu l'inquisiteur du grand méchant de la série. C'est vraiment cool. On a aussi le retour de Big Wolf, enfin de Big B, qui retrouve Blanche-Neige avec leur 7e enfant, Spectre. Je trouve ça vraiment super beau. Quoi. Il dit ouais, notre fils, où est-ce qu'il est, il est à côté de toi. Et vu que Spectre est invisible, elle l'a pas vu. J'aurais bien aimé un peu plus de chapitres où on voit les interactions entre les enfants et leurs parents. Bon, peut-être que par la suite, on a vite fait un chapitre avec le grand-père, mais c'est pas forcément à ça que je m'attendais. Mais en tout cas, Fable, j'ai hâte d'avoir la suite. Hein. Il y a un tome à chaque fois. On a à chaque fois qu'il y a ils sortent 10 bouquins, il y a toujours un tome de Fable. Et à chaque fois, je le dévore et j'adore ce que je lis. Fable, c'est vraiment super bien. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, maintenant je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!